Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast. Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et surtout à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise quelque chose. Alors mes invités justement ont ce petit quelque chose qu'ils partagent avec nous. Il y a 2 semaines, j'ai reçu ma tante Jane et vous avez été près de 3000 à l'écouter et je tenais à vous dire merci et je pense que ma tante, si elle avait été là, elle vous aurait dit la même chose. Alors pour rappel, ce podcast est disponible sur Google Podcast, Spotify, Apple Podcast et la plateforme Anchor. Alors aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vais vous présenter certainement une de mes plus vieilles amies. Aujourd'hui, j'ai bientôt 29 ans et je l'ai rencontrée, je devais avoir 9-10 ans et c'était dans un quartier qu'on appelle Bédi à l'hôpital général pour ceux qui ne connaissent pas. On habitait là et on jouait au bam-bam-pé et c'était ma voisine. D'ailleurs, c'est tout, ma voisine, nos maisons sont collées et je me disais que c'est qui la go là? Elle s'appelle Jessica Parran. Moi, je l'appelle Merveille, c'est son second prénom. Et vous allez souvent m'entendre dire Merveille. Mais quand je vais la présenter, je vais dire Jessica Parran. Coucou Jess, la Jess de Jess. Je sens que avec ce podcast, on va trop rire parce que franchement, coucou Diane, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis super heureuse aujourd'hui d'être l'invitée de ton podcast et j'espère qu'on va avoir de beaux mots pour pouvoir parler et voilà, de dire exactement ce sur quoi j'aurais aimé que maman me dise des choses. Alors Jess, nous on se connaît depuis bientôt 20 ans. Je suis la fille de tes parents et tu es la fille de mes parents. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs? Oui. Alors je suis Jessica Parran ou bien Jessica Parran Merveille, comme elle m'appelait bien sûr. Alors je suis jeune entrepreneur, je suis chef d'entreprise de 2 entreprises, une agence communication digitale qui s'appelle Communique et une autre agence événementielle de surprise qui s'appelle Les Coffrets d'Odile, qui est un service de livraison de cadeaux au Cameroun. Voilà. Alors Merveille, il y a toujours une première question que je pose à mes invités, celle qui rythme notre échange, notre entretien. J'aurais aimé savoir ce que tu aurais voulu que ta mère te dise. J'aurais aimé que maman Odile me dise Merveille ma fille, voici comment est-ce que tu dois trouver ta place en tant qu'enfant dans un foyer polygamique. Alors, j'aimerais savoir, ta maman, elle se positionne où? Il y a combien de mamans? Il y en a 3 mamans. Ma mère est la 3e femme. Et je suis la 5e des 23 enfants. Voilà, la 5e de derrière, voilà, des 23 enfants. Parce que j'ai tellement de frères et sœurs. Quel est ton premier souvenir que tu as en tant qu'enfant dans un foyer polygamique? Là déjà, en fait, il faut souligner que je suis née dans une famille parentale seule parce que au départ, dans les années 90, en fait, mon père avait fait ce que beaucoup d'hommes riches et polygamiques faisaient avant, c'était de séparer les familles. Alors nous, on vivait dans une maison très à part, les autres femmes avec leur maison à part. Et puis un jour, comme ça, mon père avait construit une vache maison à Lubaba et il n'a pas trouvé l'intérêt de séparer encore les femmes. Et pour lui, en fait, il se disait qu'il avait besoin que ses enfants grandissent ensemble, en fait, que ses enfants soient ensemble, que ses enfants se retrouvent dans une même cour commune. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'en 96, on déménage tous, on va habiter à Lubaba dans cette grande maison-là et c'est comme ça qu'on se retrouve. Donc, de mes 0 ans jusqu'à mes 6 ans, j'avais toujours grandi dans une maison seule. J'avais pas grandi encore avec des frères et sœurs. Mais je reste à souligner qu'on se connaissait. On se connaissait. Bien qu'on habitait chacun sa maison, on se connaissait parce que quand j'ai vu ma petite sœur naître, en fait, à mes 4 ans, quand j'ai vu ma petite sœur naître, j'ai vu les autres mamans venir de temps en temps rendre visite à ma mère. Et puis j'ai grandi même avec une de mes sœurs consanguines, en fait. Voilà. Une de mes sœurs consanguines qui m'a presque élevée. Et on a grandi ensemble. Voilà. Pour mon père, c'était de faire vivre ses enfants ensemble. D'accord. C'est quoi un foyer polygamique? Ça, c'est une très belle question. Un foyer polygamique, en fait, c'est un foyer où un homme épouse 2 femmes ou plusieurs femmes. Voilà. Donc, dans certaines familles africaines ou camerounaises, vous allez rencontrer 2 femmes. Vous allez rencontrer un homme qui a 4 femmes. Vous allez rencontrer un homme qui a 16 femmes. Un peu comme mon chef Baganté, voilà, qui a aussi plusieurs femmes, voilà. Vous allez rencontrer, voilà, un homme qui épouse plusieurs femmes. C'est pas encore au Cameroun, là où les femmes épousent plusieurs hommes, ou bien en Afrique encore, voilà. Tu as dit que tu aurais aimé que ta mère te dise
dise finalement c'est quoi, comment trouver sa place, oui, en tant qu'enfant dans un foyer polygamique. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, j'aimerais savoir comment était, lorsque tu arrives dans ce foyer, qu'est-ce qui se passe? Dans mes 6 ans, franchement, je viens toujours avec cet esprit d'enfant vivant dans un foyer monogamique, qui avait l'habitude de voir son père et sa mère, et n'était pas encore confronté à vivre dans une maison où il devait avoir d'autres enfants qui allaient occuper tes jeux, qui allaient occuper ton espace, qui allaient te prendre des choses, qui allaient jouer sur l'impact qu'ils avaient sur toi. Dans l'impact, c'est-à-dire rencontrer des grands frères, parce que il faut souligner que mon grand frère Grégory, c'est le grand frère de toutes les petites filles qui rêvent d'avoir un protecteur, mais tu n'es pas préparé à avoir d'autres grands frères en fait. Donc tu es habitué à vivre avec cette famille composée monogamique là, et tout brusquement tu es juste contente parce que en tant qu'enfant vous déménagez du quartier où vous habitez pour aller entrer dans une nouvelle maison, et on se laisse juste ébahi par la belle et la grande maison dans laquelle on vit. Et après c'est plus tard en fait, en grandissant, qu'on commence à comprendre quel est le véritable problème qu'il y a de vivre, de trouver sa place en tant qu'enfant dans un foyer polygamique. Alors c'est quoi le véritable problème? Le véritable problème, premièrement, tu sais, le foyer polygamique, sans toutefois le cacher, c'est un foyer qui demande beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Franchement, pour vivre sainement, quand je parle de sainement, c'est dans le sens où on a besoin on a besoin de vivre dans un quotidien vrai, de parler avec toute liberté, de s'amuser avec toute liberté, de faire des choses vraiment tout librement, sans toutefois avoir un préjugé de c'est l'enfant de tel, je ne lui donne pas ça parce que c'est pas mon frère direct, je ne fais pas ça à cause parce que c'est pas mon frère et tout. Et je pense que cette barrière-là m'a accompagné presque tout le long de ma vie, jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à mes 16 ans, disons même jusqu'à mes 16 ans. Et jusqu'aujourd'hui encore, cette barrière-là continue d'avoir un impact sur ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'à un certain moment aujourd'hui, j'ai pas véritablement vécu la vie d'enfant que j'aurais voulu vivre. Avoir cette paix là, avoir cette liberté là. Aujourd'hui, on a vécu dans un cadre où les mamans qui s'entendaient pas, des tiraillements, des bagarres tout le temps, des fausses disputes en fait qui éloignaient les âmes en fait. Parce que moi j'ai l'habitude de dire souvent que quand on est fâché et qu'on parle fort, on éloigne les cœurs. Et plus on éloigne les cœurs, ça crée de la division. Et c'était en constant cela en fait. Tu vois, par exemple, si mon père va laisser par exemple l'argent du goûter, on ne va pas nous remettre l'argent du goûter parce que la mère de tel a les problèmes avec ma mère, tu vois un peu. Donc il y avait toujours des fausses disputes comme ça là. Le chauffeur ne va pas nous amener à l'école parce que la mère de tel a demandé qu'on doit privilégier ses enfants. Des faux trucs, tu vois, des fausses histoires qui naissaient comme ça et qui te mettaient tout le temps dans un inconfort. On vivait plus dans l'inattention que dans l'attention. On vivait plus dans la haine que de l'amour, tu vois. Et même dans l'amour qu'on partageait, on ressentait beaucoup plus d'un amour d'intérêt. Parce que tu as l'impression aujourd'hui que, oui, ta soeur aujourd'hui, elle t'aime parce que tu as certainement quelque chose à lui apporter, ou bien elle a certainement quelque chose à tirer de toi, tu vois un peu. On n'a pas véritablement vécu dans cet élan d'amour-là, comme je vis avec mes frères et sœurs, dont les enfants de ma mère, tu vois un peu. J'aurais voulu avoir cette liberté de te présenter, par exemple, à toi, Diane Audrey, en te disant, écoute, voilà mon frère, sans toutefois te dire, c'est mon frère consanguin. On a créé tellement cette séparation-là, mais heureusement pour nous, ou malheureusement pour moi, en fait, on a vécu dans cet esprit, mais des fois, ma mère, en fait, était triste pour nous, en fait. Était triste dans le sens où elle avait même peur de nous laisser seuls, des fois, dans la maison dans notre maison, quoi. Parce que de peur que mes frères aînés, des enfants des autres mères vont rester taper sur nous, vont nous empêcher de vivre certaines choses, vont confisquer des jouets pour nous, vont confisquer certaines choses pour nous. On n'avait pas la possibilité de faire certaines choses. Et pire encore, ça a été plus difficile pour moi précisément parce que à 18 ans, mon grand frère Patou a quitté la maison. Ma mère, en fait, pour ma mère, c'était qu'à 18 ans, un enfant, homme devait partir de la maison. Comme en Europe, aller trouver ses voies, essayer de se connaître lui-même. Ça a été un moment très difficile parce que il a fallu que je vive bras pliés pour pouvoir protéger ma petite sœur. Il a fallu que je vive habits retroussés parce qu'il fallait que je protège ma petite sœur des interdits, des barrières qu'on nous mettait, voilà quoi, dans tout ce processus-là. Aujourd'hui, tu parles avec quand même pas mal de recul et on va pas essayer de faire spécialement le bilan maintenant, mais dans quelques jours, tu auras 30 ans, mais avec il y a 15 ans, elle est comment? Psychologiquement, mentalement, moralement? Mais déjà, il faut préciser que j'ai toujours été une enfant joyeuse, hein.
quels que soient les problèmes que j'ai traversés dans ma vie, j'ai toujours été une enfant joyeuse parce que un jour, ma mère même a ouvert sa bouche et me l'a dit ouvertement. Franchement, je suis très contente parce que la plupart des problèmes qu'on a traversés, parce que je vais revenir sur un petit point, c'est mes parents ont un problème. Tu vois, le foyer polygamique, c'est constamment des problèmes. C'est constamment des problèmes, comme je disais. Aujourd'hui, il va avoir un nid de paix. Demain, quelqu'un va créer du feu sur la paille pour que ça prenne rapidement. Et puis aujourd'hui, tu as tendance à voir, il y a une femme qui est aujourd'hui en accord avec une autre. Et demain, tu as celle-ci qui est en accord avec ta mère, qui n'est plus en accord avec ta mère. Et voilà quoi. C'est qui a créé, je pense même que le fait d'être chrétienne aussi a permis que je ne prenne pas trop de regard par rapport à ce qui arrivait ou ce qui m'arrivait. Je me contentais plus d'être l'enfant, de répondre à la jeune fille que j'étais à cet âge-là. Mais ça a été très difficile parce que je me rappelle de cette période où des fois l'école n'était que ma source de joie. Parce que j'avais pas envie de rentrer chez nous parce que ma mère ne m'aimait pas bien, parce que j'étais pas fière de voir. Mais en fait parce que mon esprit savait dans le bain dans lequel il allait rentrer encore. C'était un bain de tristesse. Ouf, tu vas encore rentrer, retrouver les mêmes gars, retrouver les personnes qui se disputent, les frères et sœurs qui traversent le portail sans te dire bonjour, les frères et sœurs qui te bousculent pour passer. En fait, c'est beaucoup plus dans ça. Après que nous soyons par exemple partis de... Parce qu'après, ma mère, je pense qu'elle avait le ras-le-bol. Elle a décidé de partir de cette maison. Avant que maman Odile parte de la maison, vous viviez comment? C'est une maison à 3 étages, c'est ça? Oui, à 3 étages. Donc comment était répartie la maison? La maison, mon père avait laissé le large dispositif à chacun de prendre la maison comme elle voulait. Nous, on était au milieu. On habitait au milieu. Et aussi, dans le choix de cette maison, oh mon Dieu, c'était une guerre totale. Dans le choix de cette maison, je me rappelle aussi en 96 quand ma mère arrive dans cette maison. Parce que dès que mon père a décidé de déménager, qu'on devait déménager tous, ma mère est allée rapidement choisir la place dans laquelle elle voulait rester. En fait, je pense qu'elle avait choisi le milieu même parce qu'elle se disait qu'elle avait encore un enfant en bas âge, qui était ma petite sœur. Aller rester au dernier étage, en fait, elle pensait peut-être à tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Tu vois, un peu avoir un enfant qui quitte du balcon pour se retrouver au sol, voilà, et tout et tout. Donc, je pense qu'elle avait pensé à tout cela. Donc, elle avait choisi d'aller habiter en haut. Et c'était revenu dans la dispute. Non, c'est la première femme qui habite en bas, c'est la deuxième femme qui habite au milieu et la troisième femme qui habite en haut. On a vécu cette bagarre là pendant des années. Et ma mère trouvait tellement ça stupide et elle avait dit à mon père, en fait je choisis, c'était le libre choix. La première femme pouvait aller habiter au dernier étage comme elle voulait, la deuxième femme pouvait, bref, chacun avait la possibilité d'aller vivre dans la maison comme elle voulait et tout, mais ça n'a pas été facile dans ce cadre-là, voilà quoi. Donc la première femme habitait en bas, ma mère qui était la troisième habitait au milieu et la deuxième femme habitait en haut, au troisième étage. D'accord. Voilà. Donc ça c'est équilibré. Et comment vivait ton pater? Tu sais, un jour je parlais avec mon père et je lui dis, mon ami, toi-même tu es fort, hein. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ce bain? Alors mon père, le pauvre, je pense que pour s'en sortir dans ça, il décidait de dire, ok, j'ai une semaine chez telle femme, j'ai une semaine chez l'autre, j'ai une semaine, et comme le mois avait 4 semaines, et les une semaine, le mec s'amusait à dormir là où il voulait, les autres une semaine. Mais après, à la fin de la journée, je pense que c'était plus difficile pour lui de respecter cela. Parce qu'à la fin de la journée, si tu es un entrepreneur, parce que mon père était un entrepreneur, si tu es un entrepreneur et que tu as juste besoin d'avoir souvent la paix du cœur, être calme, tu as juste besoin d'aller où on t'accueille sans toutefois faire de bruit. Si tu arrives aujourd'hui, j'ai vu comment tu es rentré, dernièrement tu as donné des chaussures, oh j'ai vu comment tu as fait comme ça et tout. À la fin, le mec lui dormait juste là où c'était en paix. C'était genre, là je pense quand mon père arrivait, et j'étais très protectrice de mon père en fait, dans certaines situations. Et c'est pour ça que j'amenais souvent ma mère à lui demander d'ouvrir la porte, de laisser mon père entrer. Et c'est pour ça que mon père avait toujours cette maligne là, de toujours manger avec moi. Parce que à chaque fois, j'avais la possibilité de lui dire, tu dors ici aujourd'hui, non? En fait, il n'attendait que ça en fait, que quelqu'un vienne et lui dise en fait, c'est ici que tu dois dormir, tu vois. Et bizarrement, ça créait encore des problèmes et tout. Et beaucoup de temps, il profitait pour voyager, pour partir. Tu sais, la polygamie, c'est le cercle de l'hypocrisie. Hein. Il faut beaucoup mentir dans les foyers polygamiques. Autant en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que non, beaucoup mari. plus en tant que mari. Beaucoup plus en tant que mari. Parce que pour eux, en fait, mon père, ce qu'il me disait, ça permettait de garder l'équilibre.
Tu vas voir quelqu'un, comme je te dis, il rentre de son bureau, il rentre de son travail, il a peut-être traversé des situations difficiles et qui sait par exemple qu'il a peut-être offert une voiture à telle femme et tout. Et pour te convaincre en te disant, il te dit que non, je te prépare une RAV4, t'inquiète, ça là c'est rien, je lui ai rien donné et tout. Donc tu vois, des petits mensonges comme ça, en fait, mais juste dans le sens de trouver la paix. C'était pas dans le sens parce qu'il avait besoin de vous mentir, mais juste que au départ quand ça commence, il est difficile de s'arrêter. À la fin de la journée, tu ne sais plus exactement ce que tu as dit à l'autre et ce que tu as dit à l'autre. À la fin, elle considère que tu es plus nette, tu vois. Et puis quand tu n'as pas canalisé cela avec un vrai coup de poing sur la table, ça devient n'importe quoi. Et puis après, tu vois que ce sont les femmes qui veulent tout diriger. Est-ce que les enfants, quand ils se regardent, ils se demandent qui est le chouchou, qui est l'enfant préféré ou qui est la maman préférée de papa? Ah ça, enfant préféré, femme préférée. Ça, femme préférée beaucoup plus, ça a toujours été le centre des mauvaises discussions. J'appelle ça mauvaise discussion parce que c'était banal. Et... Il y avait une femme préférée chez ton père, tu penses? Non, même si je le sais, je ne peux pas le dire. Ça va encore créer peut-être des bagarres ou quoi que ce soit. Je ne peux pas le dire parce que enfant préféré... Moi, je pense que mon père voulait juste donner de l'amour à celui qui donnait de l'amour. Moi, j'ai appris à mon père qu'il pouvait aimer. Moi, j'ai su dire à mon père, je t'aime. J'ai su dire à mon père, tu es mon chouchou, tu es mon homme adoré. J'ai su donner les mots doux à mon père comme une femme doit donner les mots doux pour son mari. Je pense qu'avec moi, mon père a toujours retrouvé de la confiance, de l'apaisement, de l'épanouissement, tu vois. Des fois, il savait que dans les folies, le jour où il va rire de ses plus fous rires, il disait toujours, c'est toi qui me fais remonter cette adrénaline-là. C'était ça, quoi. Et j'ai amené ma petite soeur dans ce même élan-là. Aimer mon père, chérir mon père. Et je lui disais toujours, notre père, c'est tout. C'est ce qui compte dans la vie d'une femme, son père. C'est tout. Qu'est-ce que ton père t'a dit 2 semaines avant qu'il ne parte? Il m'a dit, écoute, Merveille, je sais que de tous mes enfants, tu es celle qui va plus souffrir de mon départ. Et je lui ai dit pourquoi. Il me dit, je sais, je veux juste que tu apprennes à vivre sans moi. Parce que je veux souligner que de tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, aller voir les médecins, rencontrer, apprendre de certaines choses, des nouvelles langues, je l'ai apprise avec mon père. Je suis jamais allé, j'étais jamais allé à l'hôpital avec ma mère. Ma mère venait justement peut-être quand j'étais hospitalisée. Mais tout le devant, c'était toujours ça. Il m'a dit, je sais que de tous mes enfants, tu es beaucoup plus celle qui va souffrir de mon départ. On était très fusionnels, mon père et moi. Tu étais une fille à papa? Oui, tellement. Et je ne cesse de le dire. Je pense que tous ceux qui me connaissent aujourd'hui savent véritablement quel type d'amour je portais pour mon père. Et même mes frères consanguins parviennent. Mes frères consanguins le voient en fait. Ils l'ont vu, ils l'ont ressenti, tu vois. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit non, arrête, tu vas pas mourir. Et franchement, aujourd'hui, je suis tellement contente. Je suis contente parce qu'il m'a choisi, parce qu'il a préféré m'avertir de la situation par laquelle j'allais traverser, ce par quoi j'allais passer et tout. Et il m'a dit, cultive la paix et non la haine. Continue d'aimer les gens. Parce que des fois, je venais me plaindre en me disant, mon père, écoute, les gens sont pas bien. Les gens sont comme ça. Regarde comment ils font. Regarde comment est-ce qu'ils se comportent. Moi aussi, je vais apprendre à être méchante. Et il me disait, toi et moi, on est la même chose. On ne peut pas faire de la méchanceté aux gens. On n'y arrive pas. C'est notre destin d'être ce qu'on est aujourd'hui. On va juste aimer les gens et laisser que les gens nous blessent. Mais il va falloir être forte et avancer. Et aujourd'hui encore, ma mère, chaque fois, me rappelle toujours, tu portes la même générosité de ton père. C'est beau ça. Je me souviens, quelques mois en tout cas avant que papa ne parte, que je lui avais demandé, je lui ai dit que oui, je lui ai demandé de guérir, il fallait qu'il guérisse, mais je lui ai parlé de polygamie. Parce que je disais que non, le pater lui-même il est fort. Et je lui ai demandé si lui-même nous conseillait, en tant que ses filles, de nous retrouver dans des foyers polygamiques. Ce que les auditrices doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on est des femmes comme nous, futures trentenaires, entrepreneurs, on nous fait comprendre qu'on n'aura que des ratés, quoi. Yeah. Et je me souviens que ma question là, c'était de dire que bon, peut-être qu'en tant que bon pater, il a dit que les filles, le marché est devenu compliqué, prenez ce qui est au bord de la route. Et il a dit que non, qu'il déconseille et qu'il déconseillerait aujourd'hui à un de ses enfants, à une de ses filles, de rentrer dans un foyer polygamique. Peut-être que toi, en étant sa fille, tu peux nous en parler. Ah oui, mon père l'a toujours défendu. Il a tellement défendu avec ardeur, il a défendu cet acte-là en fait. Parce que à chaque fois que je parlais avec mon père, il me disait toujours ton, c'est comme ça qu'il est même appelé, qui est mon éloge chez nous les Bazous, il me disait ton, s'il y a un bouton sur lequel on tape comme ça, rentre à monogamie. Je pense que je serais le premier des polygames à l'appuyer sur le bouton là pour rentrer et tout. En fait, tu sens que c'était un truc tellement lourd pour lui. Après un moment, quand tu n'as plus la possibilité de gérer les femmes, il devient difficile pour toi de gérer les enfants. Parce que c'est les femmes qui ont la possibilité, la capacité là, de dire à leurs enfants comment est-ce qu'ils doivent respecter leurs parents ou bien leur papa.
quelle est la place du père dans la famille d'un enfant. Bizarrement, on va dire, oui, les femmes, les enfants filles aiment leur père, tu vois un peu. Mais franchement, sur le coup, j'ai été un peu vraiment, je veux dire, reconnaissante avec ma mère. C'est parce qu'elle nous l'a inculqué cela. Votre père, d'abord. Elle est née d'un papa qui l'a chéri, qui l'a aimé, mais qui malheureusement n'est pas née elle n'est pas née dans un contexte polygame. Tu vois un peu. Et pour elle, j'ai vu mon grand-père défendre ma mère quand mon père faisait les chichis à ma mère. Mon grand-père arrivait comme ça défendre. Et ma mère me disait, voilà, ma mère jusqu'à aujourd'hui nous cafouillait toujours en nous disant, c'est là où je vous dépasse. Mon père lui courait pour venir me défendre. Vous avez qui aujourd'hui là? Tu vois? Et puis ma mère nous faisait comprendre que la place d'un homme, d'un parent, d'un papa dans la vie d'une fille est très très importante. Surtout quand celle-ci est aimée par ses parents. Tellement important. Et mon père disait qu'il ne pouvait plus en fait vivre... accepter qu'un de ses enfants vive la même sorcellerie qu'il vivait dans la polygamie. Sorcellerie entre parenthèses, hein, bien sûr. Donc il vivait parce qu'il avait rencontré tellement de difficultés, trop de maux de tête. Et puis ça diversifie l'esprit. Vous n'êtes plus très concentré à faire certaines choses parce que, voilà quoi. Je pense qu'à la fin même, il m'a même dit, j'aurais dû peut-être construire encore des maisons, chacune encore sa maison, à côté. Voilà, ça aurait peut-être changé les choses, tu vois. Parce qu'il te dit, il n'y avait pas cette guerre là parce que chacune habitait de son côté. En fait, il s'est dit, peut-être en ramenant mes enfants, parce que mon père, lui, il est amoureux des enfants. Mon père a toujours aimé les enfants. Il a toujours aimé les enfants. Pour lui, c'était, je suis capable de les avoir ensemble, tu vois un peu. C'était toujours une pleine joie comme ça d'arriver, de retrouver Il faut souligner que mon père est né en 1er janvier. Et toutes ces fêtes-là, mon père, nous seulement faisait le nombre de... Et il voulait, c'était dans cette harmonie-là qu'il voulait en fait, il voulait vivre en fait, tu vois. Mais il ne l'a jamais conseillé à aucun de ses enfants. Et surtout, c'est qu'il précise que quand on venait doter mes grandes sœurs, avant de boire le vin de palme, il te posait la question de savoir, j'espère que tu ne viens pas pour la polygamie. Si c'est pour la polygamie, les chambres de mes filles sont encore grandes. Et mon père était très carré dessus. Il était très carré. Est-ce que dans ta famille, tu as par exemple des membres de ta famille qui sont rentrés dans des foyers polygamiques? Oui, j'ai une sœur qui est rentrée dans un foyer polygamique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon père s'est levé le jour de la mairie, il est sorti. Et il a dit à ma soeur, tu m'as déçu. Wow. Mais maintenant, rentrer dans un foyer polygamique, elle n'a pas peut-être une deuxième femme, mais le gars a signé polygamie quoi. Il a signé polygamie. Et voilà quoi. Et c'est la seule. C'est la seule, juste ici, qui a... Mais elle a signé polygamie, comme on demande souvent à la mairie, qu'est-ce que vous choisissez, régime, quel est le régime que vous choisissez. Et son mari avait dit polygamie. Alors, est-ce que tu as déjà discuté avec ta maman pour savoir comment une greffière, non? Une greffière brillante, gauche, chocotin, commerciale, comme on dit chez nous, s'était retrouvée être troisième femme d'un monsieur comme ton père? Est-ce que, alors qu'elle a grandi dans un foyer monogamique? Elle dit toujours que mon père avait menti au départ. Elle me dit toujours que mon père l'avait menti au départ. Elle dit que mon père l'avait menti. Que si mon père lui avait dit un seul instant qu'il avait une femme, elle n'aurait jamais accepté. Je lui dis que laisse ça ma soeur. Tu as vu les dos, tu as vu l'argent, le gars était choco et tout. Mais après ma mère dit toujours, en fait elle précise que mon père ne lui avait pas dit la vérité. Que si mon père lui avait dit la vérité, elle ne serait pas elle ne se serait pas mariée avec mon père. Donc en fait elle s'est mariée, c'est là où elle a découvert qu'elle était... En fait mon père vient d'ôter ma mère avec la première femme. Et ma mère ne sait pas que c'est sa première femme. Voilà, c'est quand elle m'accouche qu'elle découvre en fait que mon père était polygame. Vous ne me voyez pas, mais je découvre quelque chose. J'ai ouvert les yeux, j'ai écarté les yeux. C'est pour ça qu'il y a eu un moment de blanc. C'était genre... Oui, c'est... Et quelle est sa réaction? Ça a dû être choquant. Oui, parce que c'était pas préparé. Oui, après... C'est pas comme quelqu'un qui rentre dans un foyer en sachant déjà que son mari est marié. Oui. Et dans ce cas, elle se prépare psychologiquement. Elle-même, elle a dû... En fait, je pense que ma grand-mère... Je sais pas. Je pense soit ma grand-mère me disait que mon père avait... En fait, tu sais, je te raconte la petite histoire derrière. Ma grand-mère vient bizarrement parce que mon père était avant président du marché central. Parce que mon père, lui, il a toujours fait dans l'import et l'exportation. Et il est le premier à ramener les carreaux au Cameroun. Il crée sa première entreprise qui s'appelle Iltalcam Ceramica. Après, il commence à dispatcher les céramiques que vous voyez aujourd'hui dans le Cameroun, aujourd'hui qu'il est repartagé par ses beaux-frères et ses frères. Ma grand-mère va dans le marché central. Ce jour où elle arrive, elle rencontre mon père. Et elle voit une chaussure qui l'intéresse tellement. Elle n'a pas assez d'argent, une chaussure italienne. Elle n'a pas assez d'argent en fait pour se procurer cette chaussure-là. Et mon père, lui, voit tellement que cette maman aime tellement cette chaussure. Et il m'a dit un jour, quand j'ai vu ta grand-mère le premier jour, je l'ai aimée. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit, écoute, j'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans. Bizarrement, j'ai vu beaucoup de mamans entrer dans mes boutiques. Mais elle, c'était particulier. J'ai eu le sentiment de revoir ma mère. Oh. Oui, il m'a dit ça. J'ai eu le
sentiment. Et ma grand-mère maternelle, elle a tellement aimé mon père. Elle a aimé mon père comme si c'était elle qui lui avait donné naissance en fait. Elle a tellement aimé mon père. Et mon père me dit que l'argent ne suffisait pas. Et lui a dit non maman t'inquiète, je t'offre la chaussure. Et ma grand-mère lui dit ok, tu m'offres la chaussure. Il dit oui, je t'offre la chaussure. Et il dit que ma grand-mère a gardé cet argent, elle est rentrée pour coudre ses jupons avec parce que ma grand-mère vendait des jupons au marché. Et c'est comme ça, le lendemain du jour, pour avoir vu cela, qu'un enfant comme ça, une chaussure par laquelle avait été intéressée qui était super chère, le gars pouvait avoir son bénéfice dessus, lui a offert cette chaussure-là. Elle a préparé le coquille. Elle lui a demandé tu viens d'où? Et il lui a dit je suis de Bazou maman, je suis de Bazou. Et c'est comme ça que ma grand-mère, sachant que les mets des valeureux notables bazouais, c'est le coquille. Ma grand-mère a cuisiné le coquille. À midi pile, mon père dit que ma grand-mère était à la boutique et il était juste content. Et c'est comme ça qu'il a commencé à côtoyer plus ma grand-mère. Et ma grand-mère lui a dit tu connais nous maman en fait quand elles ont souvent tendance à vouloir te présenter à un gars, elle veut toujours te pousser devant et tout. Et puis ma mère a commencé à vite travailler hein. Ma mère à 22 ans était déjà juriste au palais de justice. Elle dit un jour elle rentre comme ça, elle voit mon père et elle demande à ma grand-mère que c'est qui et tout. Elle dit que non c'est un de mes fils là et tout. Et c'est comme ça que ma grand-mère a commencé à faire venir ma mère de temps en temps à la maison et tout. Voilà quoi. Et voilà c'est comme ça. Je pense que ma grand-mère par contre était au courant tu vois. Après je pense pas avoir aussi trop demandé. Et bon ma mère a tout quand même un peu fui cette partie là à vouloir répondre ce côté là tu vois. Je lui ai tout demandé, ça s'est passé comment tu t'es retrouvé dedans. Voilà quoi. Oui. Mais après le temps, je pense qu'après le temps, ma mère a beaucoup aimé mon père. Elle a beaucoup aimé mon père, elle a beaucoup chéri mon père. À la question que tu as soulevée, ce que tu aurais aimé que ta maman te dise justement, comment trouver sa place selon toi dans un foyer polygamique? Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont dans des foyers polygamiques, qui aimeraient mieux faire, qui aimeraient bien faire, qui soient jeunes ou plus âgés, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais tout simplement d'abord que de connaître véritablement son propre bonheur, d'abord à soi-même. Parce que je pense que si on parvient aujourd'hui à maîtriser son propre bonheur, on a de la difficulté à trouver des problèmes pour attaquer les autres en fait, tu vois. Ma mère a souvent l'habitude de dire que l'enfant d'un peuple appartient à la femme. Ça veut dire que si la femme éduque bien ses enfants, elle amène ses enfants à respecter leur père ou leur compère. Moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est de vivre très loin chacun de l'autre en fait. Que chaque femme en fait, que la personne qui veut se marier, il n'a pas à remettre la même personne dans la même commune. Non, c'est pas trop intéressant. Ça crée toujours des tensions. Parce que, bizarrement, l'homme, je pense que l'homme est de nature jaloux, tu vois. L'homme avec un grand H. Avec un grand H, oui, bien sûr, est de nature jaloux. Donc, le mieux pour moi aujourd'hui, ça aurait été de vivre à part et de se connaître. De se connaître, de dire, ok, peut-être mon père aurait créé un endroit, un lieu de recueil où nous tous, on viendrait par exemple pour des vacances. Les dimanches. Les dimanches, voilà, que les mercredis, qu'on se retrouve. Je pense qu'avec ça aurait été plus intéressant. Qu'on est en vacances, de créer des liens. Oui, ça aurait créé des liens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais te dire aussi à mon frère aîné, le premier né de mon père, que je respecte beaucoup, le seul même que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il me dise certaines choses en fait, tu vois. J'aurais aimé me sentir protégé de lui en dehors de mon frère. Mon frère est le fils de ma mère. J'aurais aimé ressentir de là que j'ai un grand frère sur qui je peux compter. Ils sont là, mais ils sont absents. Est-ce que quand ton papa est décédé il y a 4 ans déjà, est-ce que ça vous a rapproché? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'a plus encore rapproché avec ma petite soeur et mon frère. Et avec mon grand frère aîné, pas du tout. Et aussi, il faut souligner aussi le fait que les familles aussi sont des fois joueuses. Joueuses dans le sens où, quand on sait qu'il y a un problème, chacun vient encore avec le but de créer davantage des problèmes, tu vois un peu. Le but souvent pour certaines familles, c'est de vous diviser. Donc de trouver le moyen par lequel on va encore ramener des problèmes qui vont encore davantage vous diviser. Donc pendant le deuil de mon père, au contraire, moi je me disais même que voici le moment précis, opportun, pendant lequel on allait renouer les liens. Il y a certains qui sont venus pour renouer les liens, mais on sentait toujours un intérêt derrière. On a ressenti un intérêt derrière. Et le temps ne nous a pas menti. C'était vraiment pour un intérêt. Est-ce que, enfin, je te laisse terminer. Voilà, est-ce que tu as d'autres conseils pour mieux trouver sa place en tant qu'enfant dans un foyer polygamique? Le mieux, vraiment, le conseil que je peux donner aujourd'hui pour des personnes qui aussi sont dans ce genre de famille, c'est de vraiment devenir lambda, la personne lambda. C'est-à-dire neutre, qui est juste là, qui aime tout le monde. Mais même après, on finit toujours même par te... Franchement, donc je sais même plus. En réalité, moi-même je sais pas comment est-ce qu'il faut vivre dans un... Parce que jusqu'ici, je ne sais pas. Même mes cousines qui sont aussi des familles polygamiques, je leur ai posé la même question.
elle aussi ne trouve véritablement pas la véritable des réponses. Tu vois. Parce que tout compte fait, même quand tu joues le bon, on finit tout par te détester. Oui, bien sûr. Parce que toujours, on finit toujours par te détester. Parce qu'à la fin, si tu n'as pas donné la réponse que l'autre attendait, c'est un peu comme si tu es du parti de l'autre en fait. Tout à fait. Tu vois un peu. Et à la fin, quand tu es souvent neutre, on pense que tu es là voilà, exactement. Tu vois. Que tu veux faire genre. Oui, voilà. Donc voilà. Franchement, j'y arrive pas. J'ai pas encore. Je connais même pas quel conseil donner. Mais véritablement, hein, comme j'ai dit, c'est d'accepter de vivre loin de l'un des autres. Oui, je pense que c'est déjà un bon pas. Et puis, s'il y a des internautes qui vivent ce genre de situation, qui ont des conseils à partager, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à commenter via le hashtag si maman m'avait dit. Mon autre question, et qui va être l'une des dernières, Merveille, est-ce que tu as des anecdotes, des choses à partager de ce qu'a été de vivre dans un foyer polygamique? Tu as une histoire qui t'a marqué par exemple et tu t'es dit que soit c'est trop top, soit c'est trop laid. Écoute, j'en ai tellement vécu. Je pense que le monde, après ce que je vais raconter, peut-être le monde risque de détester même mes frères à ma place. Mieux je garde mes anecdotes. Je te dis que chez nous là c'était le taekwondo. Franchement, c'est aujourd'hui, tu me fais rire de ça, franchement. Mais raconte une histoire. Non, mais c'est incroyable. Raconte une histoire. Je te dis qu'il y a un ami qui est entré chez nous un jour, il nous a dit je peux venir déposer seulement les caméras ici. Il y a Jacques Coin, je gagne les films ici, c'est incroyable. Non. Mais c'était bien. Je pense que plus jeune, c'était bien. Mais en grandissant, c'était n'importe quoi. Oui, tu aurais voulu aujourd'hui avoir des relations saines. Oui, avec mes frères. Oui, avec j'aurais voulu. Tu sais, j'ai toujours même eu envie de monter un business où je gérais avec mes frères. Parce qu'ils sont intelligents. On aurait fait fortune. Suivre les pas de mon père en tant qu'entrepreneur, on aurait fait fortune. Est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais te marier et être... voilà, si demain tu te maries et que tu as ton compagnon qui dit qui veut le régime polygamique, qu'est-ce que tu lui dis? Il va d'abord passer par où? Il va d'abord commencer comment? Pendant fais pas mon temps camerounais soit ici. Ouais, que mon frère c'est le lait. L'enfant de qui? Quand tu me poses cette question, je vois le regard de mon grand frère, je vois le regard de tous mes oncles, et je vois le regard de ma petite sœur qui m'a fait je vois que le piment que tu as mangé, ça va suffire. Non, franchement, je serais pas prêt. Et quel regard tu portes justement sur les couples polygamiques aujourd'hui? Le même regard que sur le nôtre, hein. Le même regard, parce qu'après, tu vois, je suis arrivé dans une famille où j'ai vu aussi qu'ils étaient polygames, qui est une famille polygamique aussi. Et j'ai demandé à ma mère, ils sont mieux que nous. Et ma mère dit seulement qu'elle ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Et 1 an plus tard, j'ai compris tout le sens de la réponse que ma mère m'avait donnée. Et j'ai dit, l'affaire là, non, c'est pas bien. Il n'y a rien qui est intéressant dedans. Il n'y a rien, mais je me demande bien juste comment... Peut-être les personnes qui vont me donner des conseils aujourd'hui sont peut-être les gens du Nord. Je me demande bien. Mais il y a de l'hypocrisie dedans, franchement. Il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Même si ces femmes au Nord ne se tabassent pas, ne se crient pas entre elles. Mais tout à l'heure, tu disais que tu avais un éloge chez les Bazos. C'était quoi? Mamiton. 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 Vous avez compris que j'ai un peu du mal. Mamiton. Il n'y a pas un G derrière. Mamiton. Voilà, exactement. D'accord. Je sais que tu es aussi une princesse à Banganté. Tout à l'heure, tu disais que ton chef avait beaucoup de femmes. Oui. Et le chef qui est ton oncle, le chef des Banganté. Qui est mon grand-père. Qui est ton grand-père. Voilà. D'accord. Mais il a plusieurs femmes. Oui. Et moi, je t'ai vu parler avec ces femmes-là comme si chacune était ta dumère. Toutes là sont mes dumères. Voilà. Donc, comment tu gères aussi ça? Ben écoute, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est juste essayer d'entrer. C'est comme tu entres dans la famille des gens, tu sais pas de trop poser les questions, tu sais pas de trop connaître ce qui se passe. Tu viens, tu joues ton rôle d'enfant, tu aimes, tu rapportes des cadeaux et tu essayes de connaître un peu maman, comment est-ce que tu vas personnellement. Tu t'arrêtes au personnel. Le reste là, dès que tu entres un peu en profondeur, tu deviens ce qu'on appelle au Cameroun Essola. Oui. C'est qu'ils sont pas camerounais et cela veut dire quoi, non, maman? J'ai dit quoi? Retourneur de veste. Voilà. C'est ça. Retourneur de veste. Oh là là. Tu deviens Essola. Et puis après, tu as le regard méfiant venant de toutes en fait. Et tu ne gagnes pas. Oui, tu ne gagnes pas.
Le mieux, c'est d'entrer comme une personne, comme tu m'as vu faire la fois dernière. C'est comme ça a toujours été comme ça. Maman, tu vas comment personnellement? I don't want to care about what. Non, je veux pas. Si tu avais un dernier mot, une dernière phrase à dire, tu dirais quoi? Ne vous mariez pas dans un foyer polygamique. Vivez votre vie et n'ayez pas peur d'être seul. J'ai envie de dire amen. Oui, parce qu'à la fin de la journée, nos mamans nous font souvent croire que si on n'accepte pas certaines conditions, on va rester vieille fille. Mieux vous rester vieille fille et en paix. Merci beaucoup, merci Merveille. Merci d'avoir été et d'être ma seconde invitée. Et puis demain, l'épisode sort le jour de l'anniversaire de Dimitri, qui est mon petit frère et ton chouchou à toi. Et on profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On t'aime très fort, mon chouchou. Voilà, et on sait qu'il va nous écouter sur Spotify. Vraiment, je suis tellement contente, vraiment merci Diane Audrey, parce que je savais même pas que je pouvais parler de ce sujet autant. Véritablement, merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Merci de m'avoir choisi comme invitée. Je savais même pas que j'allais être ton invitée. Franchement. C'est ma soeur, la vie c'est quoi? Lol. Merci. Merci. Chers auditeurs, nous voilà à la fin du second épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de mon amie et sœur Merveille, qui s'appelle aussi Jessica Paran. Elle est propriétaire d'une entreprise que j'adore qui s'appelle les coffrets d'Odile. Donc pour tous vos coffrets cadeaux, passez par elle. Et elle a aussi une agence de communication digitale qui s'appelle Communique. Et vous voyez, nous sommes sœurs, nous avons tous les deux la même entreprise, une même type d'entreprise, mais on travaille ensemble, on s'aime très fort et on sait que personne ne peut interférer entre notre histoire. Même pas lui. J'espère en tout cas que son expérience vous a édifié, que son histoire, ses sourires, ses doutes, ce que vous n'avez pas vu aussi, ses larmes, vous ont interpellé. J'espère que ça mènera à créer la conversation. Vous savez, chaque personne a sa manière de dire les choses. Chaque personne a sa manière d'interpréter les choses. Chaque personne a sa manière de ressentir les choses. Et j'étais très contente parce que tu es ma soeur, tu es mon amie, mais j'ai découvert des choses de toi. Et je pense que plus tard, on t'aura encore un invité et que chaque fois, toi-même, tu découvriras des choses en t'écoutant. Et je pense que quand tu vas t'écouter, tu vas peut-être poser aussi d'autres questions à ta maman ou même à ta soeur Bépou. Et peut-être que si tes frères et soeurs passent sur ce podcast, ils auront envie de t'appeler et te demander comment tu vas. J'espère bien. Alors nous attendons, chers auditeurs, vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se donne rendez-vous dans 2 semaines et plus précisément le 2 avril. Au revoir.